Si vous avez déjà subi un cours d'introduction de mécanique quantique, on a dû vous dire que la quantité de mouvement d'une particule, c'est h bar fois k. Et on n'a jamais dû vous le justifier. Et ça a dû vous mettre vénère. Alors là, je vous propose une justification qui fait intervenir de la mécanique lagrangienne, qui fait intervenir le principe de moindre action, qui est un principe de base en physique. On continue, accrochez-vous. Cette vidéo se compose de deux parties. Une première partie qui est très accessible en fait, où on va situer ce que c'est que la dualité onde-corpuscule, à quoi ça peut servir aujourd'hui, et quand est-ce qu'on a découvert un petit peu tout ça. Et ensuite, on va mettre les mains dans les équations. Et alors, on va mettre les mains dans les équations, pas encore vraiment de la mécanique quantique, c'est pour la vidéo juste après, mais on va parler de Lagrangien et on va parler d'action. Et on va parler de quantité de mouvement et d'énergie. C'est parti. Donc il y a deux parties à cette vidéo, la partie où on va parler de base en fait, que tout le monde peut suivre, il n'y a pas d'équation, et une deuxième partie qui clairement est hardcore en fait, donc il faut avoir, on va dire au moins un niveau première, deuxième année pour arriver à suivre un petit peu ces choses-là, mais je détaillerai ça tout à l'heure. On part sur les bases de la dualité onde-corpuscule et on va donner quelques dates, quelques jalons. Les photons peuvent se comporter comme des grains, ça on le sait depuis 1905, depuis l'effet photoélectrique, depuis qu'Einstein a montré que les échanges se faisaient par paquets d'énergie. J'ai un petit peu parlé de cette période-là dans mes deux vidéos, la A5A et B, la A qui donne l'état de la physique aux alentours des années 1900 avec l'avènement de la mécanique quantique, et un petit peu lorsque j'ai parlé du modèle de Bohr. Donc parlons de cet effet photoélectrique très rapidement. Vous avez une plaque métallique et lorsque vous éclairez cette plaque, ici avec une lumière rouge, alors la flèche va donner l'intensité lumineuse, quand c'est sur la gauche c'est peu intense, et quand ça va monter on va augmenter le flux lumineux, donc avec une couleur ici rouge, eh bien on voit qu'aucun électron n'est arraché. Si maintenant on change la longueur d'onde, on voit que peu importe le flux, en fait, on va arracher des électrons. Ça veut dire que finalement cet arrachage d'électrons dépend de la fréquence de la lumière et non du flux, du nombre de grains de lumière. Et c'est ce qu'on symbolise de façon un petit peu plus simple par E égale h nu, où E c'est l'énergie transférée pour arracher les électrons à transférer au métal, H c'est la fameuse constante de Planck, et nu c'est la fréquence, c'est la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde lambda. En 1924, on doit à De Broglie, donc vous voyez, super coupe de cheveux De Broglie, on doit à De Broglie une avancée majeure. Je donne le lien dans la description, c'est en français, la thèse de De Broglie, allez-y, c'est cool à lire. Le questionnement de De Broglie, quel est-il? Que si une onde de lumière, on sait depuis Maxwell, depuis l'électromagnétisme qu'il s'agit d'une onde, possède un comportement de particules, pour expliquer l'effet photoélectrique dont on vient juste de parler, est-ce que la réciproque ne serait pas vraie? Pourquoi les particules, comme l'électron par exemple, ne pourraient-ils pas posséder un comportement ondulatoire dans certains cas? Et donc c'est un petit peu cet effet miroir qu'il va mettre en avant. Donc il va définir la quantité de mouvement, P est égale à H divisé par lambda. H c'est toujours la constante de Planck, et les lambda c'est toujours la longueur d'onde associée cette fois-ci de la particule. Et il introduit ce que l'on appelle le principe de dualité onde-corpuscule. Il faut savoir que cet effet existe, il a même été mis en évidence dans les années 2000 sur des grosses molécules, comme par exemple la molécule de C60, le fullerène, qui comporte ni plus ni moins que 60 atomes de carbone reliés les uns aux autres chimiquement. Il faut savoir que la microscopie électronique exploite la faible longueur d'onde des électrons par rapport au microscope optique, pour être plus précis. En effet, la microscopie optique donne des résolutions qui peuvent au mieux aller jusqu'à à peu près un demi-micron, ce qui correspond à la longueur d'onde dans le visible. Or, il y a beaucoup d'objets qui sont bien inférieurs au demi-micron. Si on utilise la dualité onde-corpuscule, on pourrait utiliser des électrons qui ont une longueur d'onde qui est extrêmement petite pour voir éventuellement des atomes. Et en fait, il faut savoir que le premier microscope électronique, donc qui n'utilise pas de la lumière, mais des faisceaux d'électrons, a été mis au point par un certain Ruska. Et vous savez en quelle année? En 1933, moins de 10 ans après que De Broglie publie sa thèse.
Donc maintenant que vous êtes briefé sur la dualité onde-corpuscule, nous allons passer sur la partie hardcore. Pour pouvoir aller plus loin, j'ai besoin que vous possédiez plusieurs prérequis scientifiques. Tout d'abord, que vous ayez entendu parler du principe de moindre action, de l'équation d'Euler-Lagrange et de l'équation des ondes. Ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez rien à ces 3 points, je vais vous donner quelques éléments essentiels. Il s'agira simplement dans certains cas d'admettre des équations jusqu'à ce que je fasse une vidéo là-dessus ou que vous en trouviez une meilleure sur le net. Tout d'abord, le principe de moindre action, je vais l'illustrer sur un exemple que tout le monde connaît. Le trajet suivi par un objet correspond à celui qui optimise une quantité que l'on appelle l'action. Ce principe, c'est un principe fondateur en physique. La plupart des lois de la physique peuvent se retrouver à partir de ce principe de moindre action. Je vous donne une illustration. J'en ai parlé lorsque j'ai parlé des fibres optiques. En fait, j'ai parlé de la trajectoire optimale d'un sauveteur ou d'un rayon de lumière, qui peut en fait se déduire du principe de moindre action. Comment ? Très bref rappel, vous avez 2 milieux, 1 et 2. Le sauveteur est dans le milieu 1, et dans le milieu 2, vous avez un nageur accidenté. Le sauveteur va aller à une vitesse différente dans 1 par rapport à 2. Il court sur la plage, il nage dans l'eau. Quel trajet choisir pour aller le plus vite et permettre au nageur d'être sauvé efficacement ? C'est la question à laquelle le principe de moindre action permet de répondre. Donc par exemple, vous avez ce trajet, celui-ci en ligne droite, celui-ci qui est brisé, celui-là, tout un tas d'autres trajets possibles. Or, il se trouve qu'il y en a un qui est optimal, qui minimise la durée, mais qui minimise aussi l'action. C'est celui pour lequel nous avons cette configuration-là, où je définis par θ1 et θ2 deux angles par rapport à la normale, c'est-à-dire la ligne rouge qui est perpendiculaire à la droite formée entre la plage et l'eau. C'est uniquement pour ce trajet-là que nous allons avoir cette loi physique connue de tous ceux qui ont fait de l'optique géométrique, N1 sinus θ1 égale N2 sinus θ2, où N1 et N2 sont les indices de réfraction de la personne qui va voyager à la vitesse V1 dans le milieu 1 et à la vitesse V2 dans le milieu 2. Bref, je ne vous ai rien démontré avec tout ça, c'était juste une illustration pour vous dire que le principe de moindre action permet de remonter à cette loi-là. On peut le montrer mathématiquement en écrivant simplement que la bonne trajectoire, c'est celle qui minimise la durée dans ce cas précis. Si vous voulez une histoire sympathique sur le principe de moindre action depuis Fermat jusqu'à Feynman, je vous renvoie à cette vidéo qui se retrouve sur Canal U et qui a été publiée par l'Université de Toulon. Je mets le lien dans la description. Donc, l'action se définit comme une grandeur intégrale sur un chemin suivi. Et c'est maintenant que j'ai besoin de parler des équations de Lagrange, de l'équation d'Euler-Lagrange. Brièvement, vous avez 2 points A et B, et vous avez différents chemins pour aller de A à B. Le chemin 1, le chemin 2, le chemin 3. L'action est égale à ceci. Donc l'action, c'est S, est égale à l'intégrale du temps TA à TB de L dt. L, c'est ce qu'on va appeler le Lagrangien, c'est un outil mathématique. Le chemin optimal, c'est celui-ci. Il y a des chemins qui sont quasiment optimaux, qui sont très proches. Et en fait, on va regarder comment varie l'action le long de tous ces chemins. Ici, on va faire une petite variation de l'action entre le chemin qui est quasiment optimal en rouge et le chemin optimal en violet. Eh bien, cette variation de l'action, on peut montrer qu'elle est égale à ceci. C'est en ce sens que je ne vous le démontre pas. Il va falloir que je fasse une vidéo plus poussée sur ce sujet-là, et je la ferai dans le futur, promis, mais vous allez admettre ceci, en sachant que ceci s'écrit en utilisant une intégration par partie, donc c'est pas complètement sorti du chapeau. Mais croyez-moi, cette variation de l'action est égale à ceci. Lorsque l'on est sur le chemin optimal, ce qu'il y a sous l'intégrale doit être égal à 0. Et nous obtenons cette équation qui est l'équation d'Euler-Lagrange et qui date de 1788. Ça fait un bail. Donc le premier terme de cette équation, c'est la dérivée partielle par rapport à l'espace. J'ai oublié de vous dire qu'il faut maîtriser les dérivées partielles. Je ferai sans doute un jour une vidéo là-dessus aussi. Vous avez la dérivée temporelle qui intervient. Et vous avez ici une dérivée par rapport à la vitesse de ce qu'on appelle le Lagrangien L. Le Lagrangien, on a dit que c'était une fonction mathématique, mais on ne l'a pas vraiment définie. En fait, il s'agit de la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Petit exemple, vous prenez ici une masse qui est soumise au champ de pesanteur G à une certaine hauteur Z du sol. Quand Z égale 0, on est sur le sol.
Ben, le Lagrangien de ce truc-là, c'est l'énergie cinétique, 1/2 de mv carré, moins l'énergie potentielle, mgz. Ça, c'est un cas que tout le monde connaît. Maintenant, regardons l'équation de l'aire Lagrange, comment elle se comporte, par rapport au Lagrangien tel que je l'ai défini. Eh bien, je vais, dans un premier temps, dériver par rapport à z, de façon partielle, L. Qu'est-ce que cela me donne? Cela me donne moins mg. Maintenant, si je dérive par rapport au temps, dl sur dv, qu'est-ce que ça me donne? Ben, la dérivée par rapport à la vitesse du Lagrangien, c'est mv. D'accord? Ben, si je dérive maintenant ça par rapport au temps, ça va me donner la dérivée par rapport au temps de mv. Très bien. La masse étant une constante ici, j'ai oublié de le préciser, hein, c'est un petit caillou qu'on va jeter d'une certaine masse m constante, je peux le sortir de ce signe dérivé par rapport au temps. Et ça va donc me donner m dv sur dt. dv sur dt, on reconnaît, hein, c'est la variation de vitesse par rapport au temps, c'est ce que l'on appelle l'accélération. Vous avez donc maintenant cette partie de l'équation de l'aire Lagrange qui est égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Revenons sur cette équation de l'aire Lagrange. Hein. Donc nous avons deux termes qui se soustraient qui sont égaux à 0. C'est une chose qu'on peut démontrer que je ne vous ai pas démontré, je la balance. Eh bien ça se réduit dans notre cas à moins mg égale moins ma. Moins mg, ici, c'est le poids. Eh bien, vous reconnaissez simplement, si vous faites passer moins ma de l'autre côté de l'égalité, que la somme des forces, il n'y en a qu'une ici, c'est le poids, c'est égal à ma. Vous reconnaissez le fameux principe fondamental de la dynamique. Eh bien en fait, le principe de moindre action, il vous permet de démontrer plein de choses. Par exemple, le principe fondamental de la dynamique, sur un exemple simple ici, les lois de l'optique géométrique, loi de la réfraction, il y a tout un tas d'autres exemples et je n'irai pas plus loin. Je vous renvoie éventuellement vers d'autres vidéos pour cela ou d'autres documents. Maintenant, une variation d'action, à quoi elle est égale? Eh bien, elle est égale à une petite variation dans le temps, plus une petite variation spatiale. Je dénote par Q la coordonnée d'espace. Et je ne vais pas parler des coordonnées généralisées maintenant. C'est un truc qu'on abordera sans doute plus tard. Si je divise cette action par dt, ce ds par dt, on voit qu'on obtient cette équation-là, où Q point, c'est en fait dq sur dt. Donc c'est une vitesse. Très bien. Tout ceci, c'est ce qu'on appelle le calcul variationnel, ça implique le Lagrangien, c'est un cours un petit peu compliqué qui se situe entre la licence et le master. Je vais donc devoir vous balancer un certain nombre de résultats. Par exemple, la dérivée temporelle partielle de cette action, c'est moins l'énergie. Et la dérivée spatiale, c'est la quantité de mouvement P. Si on a un système qui a plusieurs degrés de liberté, on va avoir plusieurs coordonnées, x, y et z par exemple, et dans ce cas-là, on va avoir des projections sur les axes x, y et z. Et donc on va avoir les p indices i, où i code pour les différentes dimensions. Voilà. Et donc l'énergie, quelque part, on peut montrer, si on fait du calcul variationnel, qu'il s'agit de moins la dérivée partielle de l'action par rapport au temps, et la quantité de mouvement, on peut montrer que c'est le gradient de cette action. Voilà. Donc on peut définir finalement l'énergie et la quantité de mouvement qui sont des choses fondamentales que vous avez vues en mécanique du point par exemple, à partir d'un truc qu'on appelle l'action. Ça c'est pour la mécanique. Maintenant j'ai besoin de parler un petit peu d'ondes. Alors les ondes, sachez que la lumière, c'est depuis 1873, depuis Maxwell, on en a un peu parlé dans une autre vidéo, eh bien c'est un champ électromagnétique qui se propage sous la forme d'une onde et qui peut avoir cette forme-là. Donc ce champ électrique qui dépend des coordonnées d'espace, R, et du temps, T, c'est égal à un champ électrique avec une certaine amplitude, que je note E0, et qui va varier par rapport à une phase. Donc c'est le cosinus d'une phase. Et cette phase, il dépend à la fois de la position, mais aussi du temps. Donc cette phase phi est égale au produit scalaire entre k et r. K, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde, et moins oméga t, où oméga, c'est la pulsation, c'est des radians par seconde. C'est finalement un nombre de tours par minute, si vous voulez. Et donc, cette phase, phi, c'est égal à un terme spatial plus un terme temporel. Là encore une fois, quand je ferai une vidéo qui portera sur l'électromagnétisme, je détaillerai beaucoup plus cette partie-là. Là, va falloir admettre un petit peu. On peut regarder maintenant une petite variation de cette phase. On va avoir une composante spatiale qui va varier et une composante temporelle, donc avec des dérivées partielles spatiales et temporelles.
on voit, si on compare la première équation et la deuxième équation, par identification, je ne le fais pas, mais que oméga c'est moins dφ sur dt et k c'est le gradient de cette phase. J'ai ça en boutique pour l'aspect ondulatoire. Maintenant, je vais faire confiance à Einstein et Planck qui nous disent que le comportement ondulatoire de la lumière, ok c'est bien, mais ça peut aussi se comporter la lumière comme un corpuscule. Et donc l'énergie est égale à h bar oméga. J'ai dit h nu tout à l'heure, on peut montrer que c'est h bar oméga aussi. Voilà. Donc E égale h bar, la constante de Planck divisée par 2π fois oméga. L'apport de l'électromagnétisme nous dit que oméga c'est moins dφ sur dt et k c'est le gradient de phi. Très bien. Je multiplie oméga par h bar ici. Je fais pareil pour k. Je vais obtenir h bar oméga qui est égal à cette quantité-là, moins la dérivée partielle par rapport au temps de h bar phi, phi la phase, et h bar k qui est égal au gradient de, entre parenthèses, h bar phi. On reconnaît h bar oméga comme étant l'énergie d'après Einstein et Planck, et h bar k on ne sait pas encore ce que c'est. Euler-Lagrange ont mis aussi en avant le fait que l'énergie c'était moins la dérivée par rapport au temps de l'action, et la quantité de mouvement c'était le gradient de l'action. On s'intéresse à la partie gauche, énergie, et on va comparer les deux. On voit que l'énergie c'est égal à deux quantités différentes qui sont toutes deux des dérivées partielles par rapport au temps. Donc il est simple, à une constante additive près, d'égaler les deux et de montrer que l'action c'est à une constante près h bar phi, phi étant la phase. Très bien. Mais qu'en est-il maintenant pour la partie droite de ce slide? H bar k est égal à gradient de h bar phi. Et la quantité de mouvement, c'est le gradient de l'action. On vient de montrer que l'action, c'était h bar phi. Donc du coup, je peux remplacer h bar phi par l'action. Et donc h bar k, c'est le gradient de l'action. Or, on voit ici que les deux quantités sont égales. Et du coup, P est égal à h bar k. Voilà, j'ai montré ceci. Maintenant, h bar, c'est h sur 2π, et k, le vecteur d'onde, d'après l'électromagnétisme, c'est 2π sur lambda. Du coup, P, la quantité de mouvement, c'est h sur lambda. Du coup, la longueur d'onde, lambda, c'est h sur P, la quantité de mouvement. La boucle est bouclée, on revient à De Broglie, où finalement, un corpuscule peut avoir une certaine longueur d'onde qui est h sur P. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire connaître la chaîne si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous pouvez aussi faire connaître la chaîne, c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de rester critique.